Le numéro spécial du magazine Historia consacré à la naissance des États-Unis est actuellement en kiosque, avec pour gros titre « États-Unis, des idéaux des pères fondateurs aux contradictions d'une démocratie ». Franck Ferrand a choisi de s'en inspirer cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Ombline, bonjour à tous. Les circonstances de la naissance de ce qui allait devenir cette hyperpuissance du XXIe siècle, ces circonstances sont forcément passionnantes. Et pour m'aider à les ressusciter cet après-midi, j'ai convié à nous joindre celui qui fait l'objet d'un grand entretien dans ce numéro spécial, le professeur André Caspi. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Tess sur l'origine des symboles des deux grands partis politiques américains. Voilà une question qui, par les temps de campagne pour les primaires, tombe doublement bien. Pour le moment, c'est aux racines de la démocratie américaine que je vous propose de remonter. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes, que tous les hommes naissent égaux, que le Créateur les a dotés de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Vous connaissez sans doute cette phrase issue de la célèbre déclaration unanime d'indépendance des 13 États-Unis d'Amérique, déclaration du 4 juillet 1776, adoptée par les représentants des fameuses colonies britanniques. Et dans ce texte rédigé par 5 hommes, Jefferson, Adams, Franklin, Sherman et Livingston, les 13 États décident de la scission avec la métropole mère, avec la Grande-Bretagne. Cet acte est évidemment l'aboutissement de plusieurs années de lutte entre les Anglo-Américains, si je puis dire, et donc la Grande-Bretagne. Il faut que nous remontions dans cette affaire à ce qui pour nous est un épisode évidemment douloureux, le célèbre traité de Paris du 10 février 1763, traité très dur puisqu'il nous a amputé, quand je dis nous, il a amputé le royaume de France de beaucoup de ses possessions lointaines. Le roi Louis XV s'est vu contraint de céder le Québec au roi d'Angleterre, au roi George III. Ce traité, et ce n'est pas le seul des territoires que nous cédions à la Grande-Bretagne, du reste, c'est un traité qui marque la fin de 7 années d'une guerre terrible entre la France, qui jusqu'alors passait pour une puissance quasiment imbattable en Europe, et la France qui, en Amérique du Nord, était aidée par les Indiens d'ailleurs, nous y viendrons tout à l'heure. Et puis, la Grande-Bretagne qui fait figure de nouvelle puissance parce qu'elle s'appuie sur la marine, parce que c'est une puissance commerciale maritime. La France restant, qu'on le veuille ou non, une puissance rurale et terrestre. La France avait enchaîné les victoires au début du conflit. Elle ne perd pas seulement le Québec. La Louisiane passe à son allié, l'Espagne, en compensation de la perte de la Floride, qui, elle, devient britannique à ce moment-là. Bref, autant dire que cette espèce d'empire que nous avions constitué en Amérique du Nord, cette nouvelle France, n'existe plus. L'Angleterre sort de ce conflit comme une sorte de grande puissance. Et l'on peut dire que le gouvernement britannique a réussi dans cette affaire grâce à un certain nombre de renforts, grâce à l'entraînement des milices américaines commandées par un certain George Washington, il ne faut pas oublier ce détail assez piquant. Et c'est vrai que le ministre britannique de la guerre, Pitt, a donné des gages pour se mettre, pour être bien vu des colons d'Amérique. Il a aboli notamment une mesure qui faisait des miliciens des soldats de second rang par rapport aux troupes régulières. Ça passait très mal en Amérique. Eh bien, il l'a aboli cette mesure. Désormais, les Anglais disposent donc d'un empire immense. Ils dominent l'Amérique du Nord et notamment les fameuses 13 colonies qui s'égrènent de la frontière canadienne à la Floride. Il faut vous dire que les Anglais ne sont pas là d'hier. Ils étaient arrivés, ils avaient posé pour la première fois le pied sur le sol des futurs États-Unis en 1607. On avait tout de suite été frappé à l'époque, et les Français autant que les Anglais, depuis d'ailleurs déjà près d'un siècle, avaient été frappés par l'extraordinaire fertilité de ces terres magnifiques, immenses, très riches. Et malgré la famine, la maladie, les attaques qui déciment leurs rangs dans un premier temps, les Anglais avaient établi une première colonie, la Virginie,
Vous savez, la suite, c'est le Mayflower, bien sûr, en 1620, après une longue traversée de l'Atlantique, une centaine de migrants venus d'Angleterre, des puritains persécutés par la nouvelle église anglicane, les pères pèlerins abordent les rivages du Cap Cod. Une seconde colonie anglaise est alors fondée, c'est le Massachusetts. Un siècle plus tard, en 1732, les Anglais possèdent donc ces 13 colonies de la côte Est, donc Virginie et Massachusetts, New York, New Hampshire, Rhode Island, le Connecticut, le New Jersey, la Pennsylvanie, le Delaware, le Maryland, la Caroline du Nord et du Sud, et puis la Géorgie, qui d'ailleurs à l'époque... Enfin bon, n'entrons pas dans les détails, nous y viendrons tout à l'heure avec André Caspi. Lorsque le traité de Paris est donc signé en 1763, dites-vous que ça fait plus d'un siècle et demi que les colons anglais sont implantés dans cette partie de l'Amérique du Nord. 1,5 million de migrants anglais se sont installés dans les 13 colonies pour les peupler. Ce sont des colonies qui pour l'instant sont fidèles à la couronne britannique. Est-ce que cette fidélité est vraiment solide? Vous allez voir que non, évidemment. Après la victoire écrasante de la Grande-Bretagne sur l'Alliance continentale et notamment sur les Français, après cette fameuse guerre de 7 ans, on peut dire que le pays est quand même passablement fatigué. L'Empire britannique voit d'un seul coup sa superficie doubler, ce qui veut dire qu'il faut énormément d'administrateurs pour aller contrôler toutes ces nouvelles colonies. Il faut de nouvelles ressources. Ça tombe bien puisque les territoires disponibles sont réputés riches. En 1764, le Premier ministre britannique, qui s'appelle Sir George Grenville, va annoncer la couleur. Il affirme que les colons devront désormais payer pour, je cite, pour les dépenses relatives à la défense, à la protection et à la sécurité des dites colonies. C'est un retournement complet dans la politique britannique et notamment dans la politique fiscale. Dans un premier temps, les taxes d'importation sur quelques produits étrangers, notamment sur le vin, c'est toujours sur le vin, par le vin que ça commence, ces questions-là. Les taxes sur le vin sont majorées. On connaît l'anecdote des étudiants de l'université de Yale qui, pour protester à leur façon, vont décider de ne plus offrir à leurs invités que de la bière et du cidre, vous savez. Et puis, le 22 mars 1765, le Parlement de Sa Gracieuse Majesté promulgue le Stamp Act. Ça, c'est une loi très 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 impopulaire puisqu'elle impose dans les colonies l'apposition d'un timbre fiscal sur tout document, toute publication, les actes juridiques, les journaux, les publicités, même les cartes à jouer se voient estampillées, si je puis dire. Les colons refusent de payer ce timbre fiscal. On organise un boycott pour la première, c'est le cas de le dire. Pour la première fois, un congrès réunit des délégués de 9 des 13 colonies sous le nom de Fils de la Liberté. Le slogan de ces congressistes est clair: pas de taxation sans représentation. Vous voulez qu'on paie? Alors il faut qu'on puisse parler. C'est ça l'idée, bien entendu. On mène un certain nombre d'actions. À New York, le lieutenant-gouverneur doit se réfugier sur un navire de guerre. La maison d'un officier est pillée à New York, pillée de fond en comble. L'argenterie, les meubles sont détruits, la cave est vidée. À Charleston, un habitant soupçonné de dissimuler des timbres fiscaux voit sa demeure envahie en pleine nuit par des hommes. Vous voyez que tout ça commence à remuer singulièrement. Le Stamp Act va devoir être abrogé par le gouvernement britannique. Ça, c'est une première victoire des colons. Ils ont bien l'intention d'aller plus loin et de ne pas s'en tenir à ce premier succès. Sur Europe 1, la bande originale du film The Patriot, une musique signée John Williams. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur la naissance des États-Unis d'Amérique et sur l'opposition qui s'amplifie entre les colons et le royaume de Grande-Bretagne. Et à la tête de ce royaume, le roi George III, qui, devant la difficulté de plus en plus certaine à tenir ces colonies d'Amérique du Nord, va nommer un nouveau Premier ministre, Lord North. Il faut savoir que North est le 5e Premier ministre nommé en 5 ans
l'instabilité gouvernementale n'était pas évidemment aussi coutumière qu'aujourd'hui dans les États monarchiques de la vieille Europe. Et ça montre la difficulté de la couronne britannique. Depuis l'abrogation du Stamp Act, donc en 1766, Londres se révèle incapable de calmer les colons anglo-américains, qui sont donc de plus en plus exaspérés par ces taxes dont on les accable, qui sont toutes plus impopulaires les unes que les autres, impôts sur le papier, impôts sur la peinture et sur le verre et sur le thé et que sais-je. Ils sont d'autant plus mécontents, les colons, d'autant plus mécontents de ces taxes que leurs représentants n'ont pas le droit de siéger à la Chambre des communes. Encore une fois, ils paient, mais ils n'ont pas voix au chapitre. À la fin de cette décisive décennie 1760, on parle toujours de la guerre à partir du milieu de la décennie suivante, et on parle bien entendu du traité de 1783, mais on oublie que tout ça est né dans les années 1760, et à la fin de cette décennie, John Dickinson va publier un pamphlet qui s'appelle « Lettres d'un fermier de Pennsylvanie aux habitants de l'Amérique septentrionale ». Et dans ce pamphlet, John Dickinson défend les droits des colons américains contre les Anglais. C'est une résistance qui est en train de s'organiser progressivement. On voit pousser ça et là des arbres de la liberté, des commerçants et plutôt même surtout en tout cas des négociants se sont engagés à n'importer aucune marchandise taxée. La taxe britannique devient l'ennemi, si je puis dire, dans ces colonies du nord de l'Amérique. Côté britannique, des renforts ont dû être postés pour prévenir d'éventuelles attaques. 4 nouveaux régiments sont arrivés pour venir prêter main forte aux 10 000 hommes de garnison qui étaient déjà sur place. Dès sa prise de fonction, donc, notre nouveau Premier ministre, là, ce Lord North, décide de calmer un peu le jeu et il annule toutes les taxes existantes, sauf celles, et ça ne vous surprendra pas parce qu'on en parle tellement depuis quelques années, sauf celles sur le thé, bien entendu. Et le 5 mars 1770, on est en mars, début mars, il fait un froid glacial à Boston, cette capitale du Massachusetts, la 3e ville la plus peuplée des 13 colonies. Ce 5 mars, une sentinelle britannique postée à l'entrée de la direction des douanes reçoit des jets de pierre, des boules de neige. C'est comme ça que ça commence au départ. L'officier de service décide de faire sortir la garde. Il y a là 20 hommes, baïonnettes au canon, qui se font littéralement lapider par une centaine d'assaillants. Un soldat britannique, tunique rouge, tire à ce moment-là un coup de fusil. Ça, c'est toujours le facteur déclenchant, vous savez. D'autres vont faire la même chose. Et en tout, on relèvera 5 hommes morts et beaucoup de blessés dans cette affaire. La cour martiale ne prononce aucune condamnation à l'issue de ce qu'on appelle donc le massacre de Boston. Eh bien, un peu plus tard, quand je dis un peu plus tard, on est 3 ans plus tard, le 16 décembre 1773, des navires entrent dans le port de Boston qui appartiennent à la Compagnie des Indes orientales, 3 vaisseaux magnifiques. Quelques mois plus tôt, le Parlement britannique a autorisé cette Compagnie des Indes à ne pas acquitter de droits sur le thé qu'elle importe en Angleterre. Elle a écoulé une partie de ses stocks sur les marchés américains en négociant elle-même un certain nombre de marchés. Les importateurs américains trouvent que c'est très injuste, on peut les comprendre. Il y a parmi eux un activiste, notamment Samuel Adams. Avec ses fidèles, ils vont sommer le gouverneur de renvoyer les fameux navires avec leurs marchandises déloyales, si je puis dire. Le gouverneur refuse. À ce moment, des émeutiers déguisés en indiens envahissent les cales. Ils jettent à la mer 342 caisses de thé. Vous avouerez que c'est une drôle de façon de prendre le thé. 342 caisses à la mer, c'est ce qu'on appelle la Boston Tea Party. Après cet événement, après ce défi incroyable, ce gant jeté à la face du roi George, l'Angleterre va devoir réagir. Le roi George III a écrit à son Premier ministre « Les dés sont maintenant jetés, les colonies doivent se soumettre ou triompher ». Il n'y aura pas de demi-mesure, en quelque sorte. Il est peut-être un peu tard du côté de Londres. Dès le printemps suivant, en guise de représailles, les Coercive Acts, c'est-à-dire les lois coercitives, si vous voulez, sont adoptées. Elles comprennent 3 mesures principales. D'abord, la fermeture du port de Boston, ça on aurait pu s'y attendre. L'abolition du gouvernement du Massachusetts, s'il vous plaît. Et la réquisition des maisons de colons pour y placer des troupes. Vous imaginez bien que les Américains, enfin, quand je dis Américains, les colons anglais d'Amérique ne peuvent pas accepter une telle loi, enfin 2 telles lois qu'on appelle les Intolerable Acts.
Thomas Jefferson, qui est élu à l'Assemblée de Virginie, parle à ce propos d'une manœuvre systématique et délibérée pour nous réduire en esclavage. Ça y est, les grands principes, les grandes phrases, on sent les têtes s'échauffer, les esprits s'échauffer. Des comités se forment un peu partout. En septembre 1974, un premier congrès continental réunit les représentants de 12 colonies. Le congrès se réunit à Philadelphie. Les rebelles décident de ne plus faire de commerce avec l'Angleterre. Et l'on commence déjà à songer à en venir aux armes. André Caspi, dans Les Américains, naissance et essor des États-Unis, nous dit « George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin sont des modérés. Les radicaux se nomment Patrick Henry, John Dickinson, Samuel Adams. Tous sont issus de milieux aisés, parfois des catégories les plus riches de la population. Les petits chefs se recrutent parmi les marchands, les avocats, les ouvriers qualifiés, les artisans, les cabaretiers. Ils encadrent des troupes urbaines et rurales qui militent aux côtés des plus riches. » Voyez donc une sorte de peuple qui prend conscience de lui-même, en quelque sorte, la naissance d'une nation, aurait dit un grand cinéaste. D'autres, évidemment, sont plus modérés. Tout le monde n'est pas radical dans cette affaire. Certains pensent qu'il faut rester dans le cadre de la légalité. Ils appartiennent à des familles aristocratiques d'ascendance anglaise. Il s'agit d'officiers, de fonctionnaires inquiets de perdre leur poste, du clergé, de l'église épiscopalienne, de marchands habitués à ne voir leur avenir que du côté de Londres, parce que tellement habitués à commercer avec Londres et via les filières britanniques. Il y a des avocats, des médecins, des professeurs dans ces rangs plus modérés. Malgré cette division, en quelque sorte, entre radicaux et modérés, mais qu'on trouve toujours dans toutes les révolutions et dans tous les mouvements politiques d'une façon plus générale, malgré l'indiscipline qui règne dans ces rangs, les rebelles sont majoritaires et la guerre paraît maintenant inéluctable. D'ailleurs, en mars 1775, Patrick Henry parle devant l'Assemblée de Virginie, et voilà ce qu'il dit : « Nous sommes résolus, et ce sera la liberté ou la mort. » Vous écoutez Au cœur de l'histoire sur Europe 1 et à tout moment, nous attendons vos messages, vos questions sur la page Facebook de l'émission par mail, europe1.fr, via Twitter également, celui de Franck Ferrand ou #ACDH. Vous restez avec nous et Franck Ferrand, vous continuerez de nous raconter la naissance des États-Unis d'Amérique à la fin du XVIIIe siècle. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. La naissance des États-Unis d'Amérique est au cœur de l'histoire et avec vous, Franck Ferrand, nous en venons à cette guerre d'indépendance qui est désormais inévitable. Et oui, et voici ce que nous dit Farid Hammer dans le numéro spécial d'Historia sur les États-Unis. Le mardi 18 avril 1775, écrit-il, il est presque minuit, donc 18 avril 75, surgit des bois, un cavalier galope à bride abattue, en direction de Concord dans le Massachusetts. Voilà maintenant 2 heures que Paul Revere, bravant 1000 périls, a quitté son atelier d'orfèvre de Boston pour prévenir ses compagnons de l'arrivée des troupes britanniques. « Les tuniques rouges arrivent !» crie-t-il sur son passage. L'alarme jette aussitôt l'effroi, nous dit Farid Hammer. Déjà, plusieurs messagers parcourent la campagne pour avertir les fils de la liberté de l'imminence du danger. Voilà qui devrait faire plaisir à notre auditeur Hubert qui, via Facebook, nous demandait justement de parler de ce héros anonyme, si l'on peut dire. Le lendemain, 19 avril, à Lexington et à Concorde, les fils de la liberté repoussent un détachement venu s'emparer de leurs armes. À partir de cette date, la crise va laisser place à ce qu'il faut bien appeler une guerre civile. Les insurgents, comme on les appellera, ne sont pas très disciplinés pour le moment, ils sont mal commandés, ils sont plutôt portés sur l'alcool, ça ne les empêche pas de se battre. Le 10 mai, ils prennent Fort Ticonderoga, sur le lac Champlain, un fort qui va rendre très difficile l'accès des Britanniques, l'arrivée de renforts britanniques via le Canada. Le même jour, lors du 2e congrès tenu à Philadelphie, les représentants des insurgents, ou des insurgés dirons-nous en français, se dotent d'un nouveau drapeau. Ce qui veut dire que l'Union Jack, le drapeau britannique, est relégué tout à fait dans le coin en haut à gauche, et le reste du drapeau comprend 13 barres horizontales rouges et blanches. Ce sont les 13 colonies et ça préfigure bien entendu la bannière qui un jour sera étoilée. Un mois plus tard, le 17 juin, lors de la bataille de Bunker Hill dans le Massachusetts,
On relève 140 morts dans le camp révolutionnaire sur 1500 hommes employés. C'est considérable, c'est une vraie décimation. Dans le camp britannique, on dénombre 228 morts et 828 blessés sur les 2600 hommes engagés. Les insurgents ont perdu. Leur résistance n'en a pas moins été héroïque et l'imagerie populaire va les représenter comme des soldats citoyens dont quelques secondes suffisent pour s'emparer de leurs fusils, sceller leur cheval, d'où leur nom de Minutemen. Ce sont les gens qui sont toujours prêts, si vous voulez. À l'automne 1775, ces insurgents commencent à essuyer leur premier revers. Ils occupent brièvement Montréal. Ils vont échouer devant Québec face aux colonnes du général Carleton, gouverneur de la province. À cette époque, ils nouent des contacts officieux déjà avec un certain nombre de représentants du roi de France, du roi Louis XVI. En mars 1776, les Britanniques évacuent Boston. Ils déplacent leur base à Halifax. En juin, ils s'emparent de New York et surtout le mouvement est de plus en plus divisé entre les rebelles et ceux qui refusent de poursuivre le combat, les loyalistes qui pour la plupart sont basés dans le Massachusetts, à New York et à Philadelphie. Alors on commence à colporter des rumeurs dans les tavernes. Franklin serait mort, Washington passerait ses nuits à jouer et à s'adonner à la débauche. Quand on le connaît, ça fait sourire. Les persécutions sont nombreuses à leur encontre. Certains sont punis par le fouet, marqués au fer rouge, exposés au pilori. Je cite Robert Lacour-Gaillet. Souvent, on les hissait sur une barre plus ou moins acérée, portée sur les épaules de deux solides gaillards et encerclés par d'autres justiciers pour les empêcher de basculer. On les promenait dans la localité où ils vivaient, au cou un écriteau Tory qui rappelait leur déshonneur. Plus cruel était le tarring et feathering qui finissait par faire partie du folklore. Alors, je vous explique de quoi il s'agit. Voilà ce que dit la règle. Vous déshabillez complètement les coupables. Vous chauffez le goudron jusqu'à ce qu'il soit liquide. Puis vous le versez à même sur le corps du coupable et vous l'imprégnez avec une brosse. Après cela, vous jetez sur le goudron encore chaud autant de plumes qu'il peut en tenir. Puis vous approchez une bougie comme pour mettre le feu. N'oubliez pas de vous munir d'une corde comme pour une pendaison. Passez-la leur au cou. Puis dans cet accoutrement, promenez-les un peu partout. On veut humilier les traîtres d'une certaine manière. En janvier 1776, Thomas Paine, un Anglais débarqué à Philadelphie 2 ans plus tôt, va publier son fameux pamphlet « Le sens commun » qui se vend à plus de 120 000 exemplaires. Vous imaginez, à cette époque, dans ce pamphlet, il appelle les Américains à instituer une démocratie représentative. Il essaie de faire quelque chose de ce mouvement, d'une certaine façon. Il faut, dit-il, rédiger une déclaration d'indépendance. Le Congrès nomme en juin 1976 un comité de 5 hommes chargés de rédiger la fameuse déclaration. Donc, je vous l'ai dit, chacun représente une colonie. Jefferson pour la Virginie, Adams pour le Massachusetts, Benjamin Franklin pour la Pennsylvanie, Sherman pour le Connecticut et Livingstone pour New York. Le 2 juillet, le Congrès adopte la résolution pour l'indépendance. 2 jours plus tard, donc, le 4, le Congrès est réuni en séance plénière pour adopter ce texte dont le dernier paragraphe déclare les 13 États libres et indépendants. Ça s'appelle une déclaration d'indépendance. Vous voyez l'origine de la fête nationale américaine du 4 juillet. Le 8, la cloche de la liberté sonne à Philadelphie pour la première lecture publique de la fameuse déclaration. Oh, la guerre n'est pas finie, loin de là. On va dire que cette guerre, elle va se poursuivre entre les insurgents et les troupes anglaises, mais dès 1776, il semble bien que l'histoire ait choisi son camp. Bonjour André Caspi. Bonjour. Nous venons de revivre le b.a.-ba, si je puis dire, de la naissance des États-Unis. Avec vous maintenant, nous allons entrer beaucoup plus avant dans la philosophie qui animait tous ces rebelles. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. La naissance des États-Unis est au cœur de l'histoire et vous recevez Franck Ferrand, le professeur émérite à la Sorbonne, André Caspi. Il est l'invité de l'entretien dans le magazine Historia spécial numéro 29 actuellement en kiosque, titré États-Unis, des idéaux des pères fondateurs aux contradictions d'une démocratie. Alors, il faut, André Caspi, que nous expliquions bien que les États-Unis ne sont pas seulement nés de cette révolte. Il y a ensuite une longue guerre qui va durer encore 6 années avec tous les grands épisodes que connaissent par cœur les petits Américains. C'est cette guerre qui donnera véritablement naissance à la nation américaine. Mais quand même, on peut dire que dès le début des années 1760, ce qui va faire l'esprit des États-Unis commence déjà à se manifester. Oui, je pense qu'il faut insister sur le fait que les Américains,
appelons-les par leur nom, se révoltent contre la métropole au nom des principes anglais. C'est-à-dire qu'au fond, paradoxe. C'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'ils insistent bien, et vous l'avez rappelé, sur la nécessité d'être présent à la Chambre des communes s'il y a un impôt qui est voté. Or, la monarchie britannique fonctionne sur ce principe. Depuis 1214. C'est-à-dire que, je ne peux pas dire que ce soit une monarchie constitutionnelle, puisqu'il n'y a pas de constitution écrite en Grande-Bretagne, mais c'est une monarchie de type parlementaire, finalement. Et les Américains estiment que s'ils ne sont pas représentés, ils n'en sont pas obligés de payer l'impôt que décident pour eux les parlementaires anglais. Alors, évidemment, la grande question, c'est de savoir comment ils peuvent être représentés. Est-ce qu'on peut imaginer à cette époque qu'il y ait des élections dans les colonies anglaises d'Amérique du Nord et que les délégués partent pour Londres? Mais ce serait un très long voyage. Il faut pratiquement 3 mois pour traverser l'Atlantique. Donc ce sont des conditions impossibles. Alors le résultat de tout cela, c'est qu'il y a une mésentente qui s'aggrave à mesure que les années passent et que les problèmes surgissent. Et encore une fois, lorsque les colons d'Amérique proclament leur indépendance, ils ont presque toujours le sentiment, vérifié d'ailleurs, qu'ils se révoltent au nom des principes anglais. Au nom d'une forme de liberté et d'équité. On a toujours l'image, parce qu'on va vite généralement sur ces questions, nous avons toujours à l'esprit l'image d'une révolte fiscale en quelque sorte. On dit les colons d'Amérique du Nord, c'est ce qu'on apprenait à l'école, les colons d'Amérique du Nord ne veulent pas payer l'impôt. C'est plus complexe que ça. En fait, ils veulent être considérés comme des participants au corps national d'une certaine manière. Ils veulent qu'on les prenne en compte au-delà des considérations fiscales. Oui, c'est-à-dire que au départ, la victoire des Anglais sur les Français, vous avez rappelé le traité de Paris de 1763, c'est un véritable piège pour l'Angleterre. Parce que non seulement l'Empire s'est considérablement agrandi, mais c'est aussi que l'Empire coûte cher. Et pour payer les frais qui tiennent au maintien de cet Empire, il faut mettre à contribution celles et ceux qui habitent cet Empire. Et de ce fait-là, on se retrouve dans une sorte de spirale où l'on passe volontiers de la fiscalité à la démocratie telle que l'on peut l'imaginer, c'est-à-dire à une idée même qui dépasse la fiscalité. Alors c'est vrai qu'au début, la révolte est fiscale, mais très rapidement, elle devient autre chose, elle devient une révolte politique. Et c'est une révolte politique qui a aussi des fondements religieux, car n'oublions pas que les Américains sont déjà à cette époque un peuple limité dans le nombre, au maximum 3 millions d'individus. C'est pas grand-chose si on compare avec les États-Unis d'aujourd'hui qui comptent 320 millions d'habitants. Oui, plus de 100 fois plus. 3 millions d'individus, parmi lesquels il y a 1 million d'esclaves noirs qui, eux, n'ont aucun droit. Mais qui, en même temps, voudraient participer à la gestion de l'Empire. C'est-à-dire qu'on passe d'une révolte fiscale à une révolte politique, et cette révolte politique s'appuie sur des idéaux qui sont en somme très, très précis, qui reposent en somme sur l'idée que la tyrannie, c'est lorsque l'on oblige des sujets, ce ne sont pas des citoyens puisqu'il s'agit d'une monarchie, lorsqu'on oblige des sujets à payer ce qu'ils n'ont pas voté. Donc on passe immédiatement à un domaine idéologique, à un domaine philosophique, profondément politique, oui, et un domaine qui est en même temps, qui s'appuie en même temps sur des fondements religieux, parce que la plupart de ces colons américains appartiennent à des divisions religieuses qui ne sont pas représentées majoritairement en Angleterre. Parce qu'en Angleterre, la religion dominante... Ils sont les descendants de dissidents religieux, pour beaucoup d'entre eux. C'est-à-dire qu'en Angleterre, c'est l'anglicanisme qui domine. Et à la tête de l'église anglicane, c'est le roi d'Angleterre. Aujourd'hui, c'est la reine. Ce qui veut dire qu'il y a bien des anglicans en Amérique, par exemple en Virginie, mais il y a aussi des presbytériens, il y a des méthodistes, il y a des baptistes. C'est-à-dire qu'il y a des dissidents qui ne veulent pas
accepté de reconnaître qu'ils sont dépendants de Londres et qui ont, là encore, un substrat sur lequel ils bâtissent leur révolution. Et c'est encore un Britannique qui va donner aux insurgents, comme on a pris l'habitude de les appeler ici même, et c'était déjà l'habitude au XVIIIe siècle d'ailleurs, c'est un Britannique qui va leur donner l'idée de passer à l'étage supérieur d'une certaine manière, c'est-à-dire l'idée d'une démocratie représentative. C'est Thomas Paine. Oui, c'est-à-dire que Thomas Paine, lui, vient d'arriver en Amérique. C'est un tout nouvel immigrant. Mais en même temps, il transporte avec lui des idées anglaises. Et des idées anglaises qui ne sont pas triomphantes en Angleterre. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un révolutionnaire qui vient en Amérique pour révolutionner les colonies et qui indique aux Américains le chemin qu'ils doivent suivre. Et c'est en ce sens que on peut dire que c'est un nouveau pays qui se crée sur de nouvelles bases et en contradiction avec l'essentiel des monarchies européennes. Et d'ores et déjà, on voit se manifester des sensibilités très différentes en fonction peut-être de l'appartenance sociale, de l'origine de ceux qui les portent. Un Washington et un Dickinson ne tiennent pas le même discours initialement. Bien sûr. Alors d'abord, très souvent, ils ne sont pas du même État. Et par conséquent, si on prend le cas de Washington, c'est un planteur de Virginie. Alors ce n'est pas un très très grand planteur, mais c'est malgré tout un homme qui a des esclaves, qui possède... On pourrait appeler un aristocrate. Oui, c'est un homme qui a beaucoup de terres et qui en même temps a fait une carrière militaire. Parce que vous avez rappelé précisément que dans la guerre de 7 ans, la guerre de 7 ans, c'est en Europe, mais à vrai dire, la guerre de 7 ans sur le continent américain a duré 9 ans. Eh bien, dans cette guerre-là, Washington était un général qui était à la tête de troupes anglaises contre les Français. Et Washington était haï des Français parce que l'on considérait qu'il était leur principal adversaire. Mais en même temps, il se révolte contre les Anglais un peu plus tard, précisément parce qu'il a pris conscience qu'il ne peut plus accepter la domination de Londres si cette domination n'est pas tempérée par la présence des représentants américains. Alors ça, c'est pour les modérés d'une certaine manière. Il y en a qui sont nettement plus radicaux. Alors il y en a qui sont beaucoup plus radicaux, c'est-à-dire qui pensent que, au fond, non seulement il faut se révolter contre l'Angleterre, mais il faut aussi mettre en place quelque chose qui soit complètement nouveau, complètement différent, qui donne le pouvoir au peuple. Oh, le peuple, qu'est-ce que c'est que le peuple ? Le peuple, c'est avant tout ceux qui détiennent un minimum de richesse, c'est-à-dire ils imaginent quelque chose qui serait représenté soit par une monarchie, soit par une république censitaire. C'est-à-dire qu'il faut avoir du bien pour pouvoir le défendre. En fonction de la fortune, vous avez plus ou moins de voix. Voilà. Dans les votes. Mais en même temps, ça élargit considérablement le champ politique. Et c'est pour cela qu'il y a à la fois des radicaux et puis, j'appellerais cela des modérés qui pensent qu'en effet, il faut rompre avec l'Angleterre, puisque décidément, on n'arrive pas à maintenir le dialogue avec Londres, mais il ne faut pas non plus aller trop loin. Il ne faut pas, en somme, verser dans ce que nous appellerions aujourd'hui le radicalisme. Il ne faut pas verser dans l'excès. Il faut essayer de contrôler le peuple de telle manière que le régime puisse fonctionner. Est-ce qu'aujourd'hui, ces pères fondateurs, Adams, enfin toute la bande, si je puis dire, Benjamin Franklin, est-ce qu'ils ont une présence dans l'esprit des Américains ? Est-ce qu'on continue d'étudier leur vie ? Est-ce qu'on continue d'étudier leurs sensibilités respectives ? Est-ce qu'ils font partie des figures familières de l'inconscient ? Je vous donnerai 3 exemples. Washington reste le président le plus populaire dans l'histoire des États-Unis. Il a exercé 2 mandats. Rien ne l'obligeait d'ailleurs à s'arrêter au 2e mandat. C'est lui qui a créé l'habitude pour les présidents de n'exercer que 2 mandats, et ce n'est que dans 1950 qu'un amendement à la Constitution en a fait une obligation. Donc c'est dire qu'il a créé quelque chose. Jefferson, c'est l'homme de référence, c'est-à-dire c'est le démocrate, c'est celui qui a inventé le Parti démocrate. On disait le démocrate républicain à l'époque, mais qui est devenu le Parti démocrate. C'est le penseur de la démocratie américaine. C'est le penseur, c'est le véritable rédacteur de la Déclaration d'indépendance, c'est l'homme qui a uni la France et les États-Unis, puisqu'il a été ambassadeur ou ministre plénipotentiaire des États-Unis à Paris, Versailles pendant 4 ans. C'est lui qui a inspiré d'une certaine façon la Révolution française. C'est lui qui par la suite a été président des États-Unis pendant 8 ans. Et le 3e, Hamilton.
Mais Hamilton, on vient d'en parler. Car Hamilton figure sur les billets de banque. Et il a été question à un certain moment de supprimer la figure d'Hamilton pour la remplacer par quelqu'un d'autre. Alors on dit non, impossible. Hamilton a été l'un des grands penseurs de cette époque, sans compter qu'il a exercé les fonctions de secrétaire au Trésor. Il est mort dans un duel. Bêtement, pourrait-on dire, car au fond, il aurait pu éviter de se battre en duel. Mais il représente malgré tout les débuts de la République américaine, et ces trois personnages continuent à être véritablement adorés, ou en tout cas honorés, par l'ensemble des Américains. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est l'état d'esprit des personnes à l'époque, et notamment la très grande contrainte que faisait peser l'éloignement de la métropole. C'est-à-dire que vous l'avez dit, il faut des semaines et des semaines pour traverser l'Atlantique, d'ailleurs à ses risques et périls. Ce sont des terres très éloignées et l'on peut comprendre que ça ait favorisé l'émergence d'une conscience de nation séparée de la métropole, puisque on était très très loin à tout point de vue. On était de plus en plus loin philosophiquement, mais on était aussi très loin territorialement. Oui, et puis il ne faut pas oublier que beaucoup de ceux qui habitaient le continent américain avaient fui l'Europe. Oui, bien sûr. Ils avaient fui l'Europe parce qu'ils y étaient persécutés pour des raisons religieuses. Ils avaient fui l'Europe parce qu'ils en avaient une image négative. Parce qu'ils cherchaient fortune de l'autre côté de l'Atlantique. Bref, ils n'avaient aucune raison de se sentir européens. Mais sauf que, malgré tout, du point de vue de la culture, il était courant de dire que si les enfants devaient étudier quelque part, eh bien, ils devraient étudier chez nous. Et quand les Américains disaient « chez nous », ils pensaient aux universités britanniques. C'est curieux, hein ? Alors, évidemment, la France va jouer un rôle essentiel dans cette affaire, puisqu'elle est l'ennemi héréditaire, et en l'occurrence l'ennemi très, très présent de la Grande-Bretagne. On va essayer de récupérer l'immense puissance du roi de France. Nous y venons dans un instant. Bonjour, c'est Marion Ruggieri. On se retrouve à partir de 15h pour Il n'y en a pas deux comme elle sur Europe 1. Et avec son invité, le climatologue Jean Jouzel, Marion Ruggieri posera cette question. La météo devient-elle dingue? N'est-ce que le début? N'hésitez pas à réagir au 39 21, 50 centimes la minute, plus coup de l'appel. Il n'y en a pas deux comme elle entre 15h et 16h sur Europe 1. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Des colons britanniques devenus américains, ils sont au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, le professeur émérite à la Sorbonne, André Caspi, qui a accordé un long entretien au magazine Historia Spécial, le numéro 29 actuellement en kiosque, est consacré à la naissance des États-Unis. Et oui, et il faut, André Caspi, que nous disions à quel point ce numéro d'Historia est très varié. On ne parle pas seulement, comme je viens de le faire moi, des pères fondateurs et de la révolte. Il est question d'une façon plus générale de toutes les étapes qui ont contribué à la constitution de ce qui va devenir la puissance américaine. Nous dirons tout à l'heure un mot du devenir de cette puissance, si vous êtes d'accord. Alors, revenons à cette alliance fraternelle, à cette alliance initiale, native, devrais-je dire, entre la France, pourtant monarchie absolue, et cette toute jeune république américaine. Au départ, c'était une alliance d'intérêt commun, finalement. C'est une alliance paradoxale. Oui. Très paradoxale. En France, vous avez une monarchie absolue, en tout cas très autoritaire. Oui. Qui était officiellement absolue. Hein. Les Américains considèrent, eux, qu'ils vont bâtir quelque chose qui ressemblera peut-être à la monarchie parlementaire, mais certainement à une république. Autrement dit, rien n'est plus détestable pour les monarchistes français qu'une république. D'autre part, vous avez en France cette idée que la France est la fille aînée de l'Église, c'est-à-dire une grande puissance catholique. Bien sûr, oui. Et cette grande puissance catholique va s'allier avec des protestants, avec des parpaillots. Il ne faut pas oublier quand même que la révocation de l'édit de Nantes date de 1685, c'est-à-dire qu'elle a moins de 100 ans. Oui, voilà. Donc, et il ne faut pas oublier non plus que les protestants en France n'ont toujours pas obtenu le droit à un état civil. Donc ça veut donc dire que il y a quelque chose. C'est l'alliance des contraires. D'étonnant. Oui. Alors pourquoi ? Essentiellement par réalisme. C'est-à-dire que la France, battue jusqu'en 1763, obligée de signer le traité de Paris, veut prendre sa revanche.
et elle veut prendre sa revanche. Et pour prendre sa revanche, elle trouve les Américains qui sont prêts à combattre les Anglais, c'est-à-dire, au fond, c'est l'idée très simple, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Voilà. Oui. Autrement dit, pour les Français, ça n'est pas l'enthousiasme délirant, sauf peut-être pour quelques-uns comme Lafayette. Mais oui, qui sont des têtes chaudes, mais c'est pas l'état d'esprit général à Versailles, évidemment. Pour les Français qui gouvernent, c'est-à-dire pour Vergennes, qui est ministre des Affaires étrangères, je ne parle pas de Louis XVI, mais bien d'autres, il va de soi que combattre les Anglais, cela fait partie, si on peut dire, de ces guerres qui ne cessent pas de se dérouler au XVIIIe siècle et qui sont marquées par l'hostilité de la France et de l'Angleterre. Et en même temps, c'est là encore un paradoxe, mais lorsqu'on voit le point de vue de Louis XVI ou celui de la reine Marie-Antoinette sur cette guerre d'indépendance américaine, il y a une vraie sympathie de fond pour le combat, au-delà même des intérêts purement stratégiques. Il y a une forme de pré-romantisme en quelque sorte, qui est un paradoxe de la part des tenants d'un... Vous savez à qui c'est la faute ? Ah, dites-nous. C'est la faute de Benjamin Franklin. Et voilà. Benjamin Franklin arrive en décembre 1776, c'est le bon sauvage. Il fait une communication extraordinaire. Je crois que aujourd'hui, tous les spécialistes en communication devraient s'incliner devant Benjamin Franklin. Il est sympathique à l'égard de tout le monde. Il aime les femmes l'aiment. Et il explique en somme que la révolution américaine, c'est la révolution d'un peuple simple, d'un peuple qui est plein de bonnes idées, d'un peuple qui veut la liberté et d'un peuple qui aime la France. Et voilà. Alors que, reconnaissons-le, beaucoup d'Américains n'ont aucune sympathie pour la France, pour la bonne raison que la France était jusqu'à une date récente l'adversaire des colons américains. Mais là, la situation fait force de loi et du coup, Benjamin Franklin devient le représentant de cette nouvelle nation, c'est-à-dire que on le peint sur des tabatières, on le peint sur des pots de chambre même, c'est vous dire. C'est-à-dire qu'on le peint partout. Il est partout, cet homme-là. Il est partout et il reçoit dans son hôtel d'Auteuil, il est accueilli dans tous les salons. Il fait un travail extraordinaire. Et il est resté pendant 6 ans l'ambassadeur ou l'équivalent de l'ambassadeur des États-Unis en France, c'est-à-dire qu'au fond, il a obtenu satisfaction, il a obtenu enfin, en février 1778, un traité d'alliance entre la France et les États-Unis. Et c'est le premier traité d'alliance que les Américains signent. Et par conséquent, ce qu'on peut dire, c'est que le tout premier allié des États-Unis, ce fut la France. Oui. Et le général de Gaulle a d'ailleurs répété encore en 1960 et en 1961 qu'entre ces deux États, une amitié vieille de 200 ans nous a unis, et par conséquent, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de guerre entre la France et les États-Unis, alors qu'il y a eu 2 guerres entre la France et l'Angleterre, sans parler bien sûr d'autres pays. Oui, il y a des guerres indirectes, mais qui sont là, incontestablement. Là, en l'occurrence, avec les États-Unis, c'est une relation vierge de toute guerre. Ça n'est pas pour autant une relation dénuée de tension, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça s'est souvent très mal passé, mais enfin, entre le traité de création des États-Unis en 1783, qui est signé à l'hôtel Berthier à Versailles, et le traité de Versailles de 1919, on pourrait établir comme ça des ponts en quelque sorte dans l'histoire. C'est une amitié symbolique, on peut le dire. Il y a entre ces deux peuples, entre ces deux pays, une sorte de solidarité de principe. Est-ce que la Révolution française est en quelque sorte la fille de l'indépendance américaine ? Alors, avant de répondre à cette question, je dirais que c'est une amitié à 3. C'est-à-dire que dans la relation franco-américaine, il ne faut jamais oublier l'Angleterre. C'est-à-dire que l'Angleterre peut avoir... Comme repoussoir ou comme allié. L'Angleterre peut avoir en effet le statut d'allié spécial. Special relationship, par exemple, jusqu'à une date récente. Mais l'Angleterre, c'est aussi l'ennemi de la France. Et ça peut être aussi, pour les États-Unis, le contrepoids à la France ou le contrepoids à une grande influence européenne. Alors, pour répondre à votre question, je dirais sans hésitation que, bien entendu, il y a des causes qui sont spécifiquement françaises et qui expliquent la Révolution de 1789, mais bien entendu aussi, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, Jefferson joue un rôle, c'est-à-dire qu'il transporte
d'un côté de l'Atlantique à l'autre les idées américaines. Il fait comprendre en somme à des jeunes gens comme Lafayette et comme beaucoup d'autres ce que constitue même cette révolution américaine, c'est-à-dire en quoi elle va déboucher sur une transformation du monde de cette époque. Et d'ailleurs, il y a un signe, là aussi, qui est très important. C'est que dans la Révolution française, la première des assemblées, c'est l'Assemblée constituante. La deuxième assemblée s'appelle législative. Et la troisième assemblée, c'est la Convention. Et si l'on choisit le terme de Convention, c'est précisément en rapport avec la Convention de Philadelphie qui a mis sur pied la Constitution des États-Unis. Oui, il y a déjà cet exemple américain qui est présent. À propos de, juste une toute petite parenthèse, à propos de Jefferson, il y a un article passionnant dans ce numéro spécial d'Historia sur Sally Hemings, qui était une esclave noire de Jefferson, avec laquelle il a entretenu une longue relation. C'est assez... Oui, Jefferson était tout à fait hostile à l'esclavage et tout à fait d'accord pour avoir des esclaves dans sa propriété. Et c'est-à-dire que là, c'était une contradiction. Bon, bah, ça arrive. Hein. Oui. Et Sally Hemings... Les hommes politiques sont pétris de contradictions, comme tous les hommes, du reste, peut-être. Et Sally Hemings a été sans doute, je ne dirais pas l'épouse parce qu'il ne s'est jamais marié avec elle, mais a été la compagne de Jefferson. Jefferson était veuf à l'époque, hein, et il a eu avec elle plusieurs enfants. Il ne l'a jamais émancipée. C'est-à-dire qu'il l'a toujours maintenue en esclavage. Alors certains diront que c'était pour éviter qu'elle soit obligée de quitter la Virginie, car les esclaves émancipés ne pouvaient pas rester dans cet état. Ça, c'est l'interprétation favorable. L'interprétation défavorable, c'est qu'il y tenait beaucoup et qu'il ne voulait pas s'en séparer. Ça devait être une petite parenthèse, elle est finalement longue, je la ferme, André Caspi. C'est Tony qui, via Twitter, nous posait la question sur la Révolution française, et Frédéric en pose une autre assez proche, sur le rôle de la franc-maçonnerie dans l'émergence de cette nouvelle puissance. Il suffit de regarder les billets de banque américains pour comprendre que la franc-maçonnerie joue un rôle très important, parce que la franc-maçonnerie avait comme adhérents des gens comme Washington, comme Jefferson, c'est-à-dire presque tous les pères fondateurs. C'est-à-dire ça faisait partie, si vous voulez. Ce n'était pas une société profondément secrète, parce qu'au fond, à cette époque-là, on savait très bien qui en était et qui n'en était pas. Mais Mozart était au fond franc-maçon. Oui, bien sûr. Donc c'est la preuve que oui, ça n'a rien d'extraordinaire. Et ça suppose aussi peut-être, ça fait comprendre les liens qui existent entre les Américains et des Européens. Alors l'autre jour, je recevais Philippe Fabry qui vient d'écrire un livre passionnant d'extrapolation des théories de Toynbee et qui nous dit qu'à son avis, on n'est qu'au tout début de l'hyperpuissance américaine. Que pensez-vous de cette vision-là ? Vous pensez que les États-Unis vont encore régner sur le monde et même davantage qu'aujourd'hui dans les décennies qui viennent ? Je ne crois pas. Non. Non, je ne crois pas. Non, parce que d'abord, les Américains ne le veulent pas. Il faudrait que les Américains en soient persuadés pour que cela se fasse, mais il suffit de lire l'interview que Barack Obama a accordée à une revue qui s'appelle The Atlantic pour comprendre qu'aujourd'hui, les Américains interviendront là où leurs intérêts sont directement menacés, mais certainement pas en dehors. Et dans un certain sens, je vais peut-être vous surprendre, mais comme c'est la fin de l'émission, j'ai le droit de le faire. N'est-ce pas ? On attend quand que ça. Donald Trump dit « America first », il le dit d'une manière brutale, rudimentaire, sans s'expliquer véritablement, en faisant appel à une notion qui est un peu controversée, et un peu beaucoup d'ailleurs, puisque ça rappelle 1940-41, mais il n'est pas très loin de ce que pense Barack Obama. Alors évidemment, ne le répétez pas à Obama. Non, on va essayer de garder ça pour nous. Merci beaucoup André Caspi. Je rappelle que le numéro spécial d'Historia sur les États-Unis est en kiosque actuellement. Vous restez avec nous sur Europe 1 et au cœur de l'histoire restera en terres américaines, car Franck Ferrand vous répondra à la question de Tess sur l'origine des symboles des deux grands partis politiques américains. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et c'est une question de Tess posée par mail sur europe1.fr. Tess vous demande, Franck Ferrand, quelle est l'origine des symboles des deux partis américains, à savoir l'âne pour les démocrates, l'éléphant pour les républicains. Eh bien, ça remonte à l'élection de 1828. Le candidat démocrate Andrew Jackson se présente et ses rivaux qu'il déteste l'appellent Jackass. Jackass, ça veut dire l'imbécile, mais aussi l'âne, si vous voulez. Et loin de se vexer, Jackson va détourner l'image à son avantage. Il va dire qu'après tout, l'âne
L'âne est un animal persévérant, loyal, capable de supporter de lourdes charges. Ça doit lui porter chance puisqu'il devient le 7e président des États-Unis et le premier démocrate à la Maison-Blanche. Il va falloir l'intervention d'un caricaturiste très important, il s'appelle Thomas Nast. On est 40 ans plus tard, dans les années 1870, pour que Nast ait fait des caricatures dans le Harper's Weekly, et il va utiliser l'image de l'âne pour symboliser le Parti démocrate. Et un petit peu plus tard, en 74, il fait une caricature d'un âne déguisé en lion qui fait peur à tous les animaux, sauf à un éléphant qui lui est censé représenter le Parti républicain. Voilà l'origine de ces deux symboles.